Et les chefs d'État africains ne se sont pas adaptés au mouvement général du monde. Comme nous autres, en France, nous ne nous sommes pas adaptés au mouvement général du monde. C'est pour cela que je dis haut et fort que c'est la fin, en France, d'un certain monde, d'un certain temps des relations franco-africaines. Il faut tourner le dos à la France-Afrique, aux axiomes qui ont guidé notre politique. Et les pouvoirs civils en Afrique de l'Ouest n'ont pas suivi le mouvement. Et qui d'autre que les militaires pouvait faire le changement dans ces pays? Ma foi, pourquoi leur jeter la pierre à ces régimes militaires? Ils réussissent tant bien que mal. Ils ne supportent plus les donneurs de leçons, ils ne supportent plus l'arrogance. Mais enfin, où sont les intermédiaires? Où sont les relais? Où sont-ils? Il n'y en a plus. Il n'y a plus en France un gars capable de dire « Je vais aller voir le militaire qui gouverne la Guinée ». Il n'y a plus un militaire, une personnalité politique française capable de se lever et de dire « Je vais aller discuter avec le Malien ». Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi est-ce qu'un Robert Bourgi, pardonnez-moi de parler de moi, et je suis en droit de parler de moi. Moi, je pars de Dakar à Kinshasa. Je fais tous les relais, militaires ou pas. On m'ouvre la porte. J'ai faim, on me donne à manger. J'ai soif, on me donne à boire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la France-Afrique. Oui, il y a une figure historique de la France-Afrique qui se promène sur tous les plateaux de télévision et dénonce la France-Afrique, ce que je trouve bien parce qu'auparavant, il y a eu beaucoup d'activistes africains, il y a eu beaucoup de leaders d'opinion africains qui ont dénoncé la France-Afrique, il y a même certains Européens qui ont dénoncé la France-Afrique. Je me réjouis du fait qu'un acteur, une figure historique de la France-Afrique lui-même dénonce la France-Afrique. Il a écrit déjà un bouquin sur ce sujet que je trouve intéressant. Voilà, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi ce discours historique de M. Robert Bourgi qui dénonce la France-Afrique. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de la France-Afrique. Je vais partager avec toi un discours historique de M. Robert Bourgi qui dénonce la France-Afrique. Robert Bourgi est un acteur, est une figure historique de la France-Afrique. Il était un peu comme un trait d'union entre les gouvernements français ou alors les chefs d'État français et les chefs d'État africains. Il a joué un grand rôle dans, n'est-ce pas, dans l'organisation, dans la planification, n'est-ce pas, dans le déroulement de la France-Afrique. Dans son discours, il a abordé plusieurs points que nous allons essayer de parcourir dans cette vidéo. Voilà, le premier point qu'il a abordé dans son discours, c'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'il dénonce la France-Afrique maintenant. Plusieurs observateurs se sont aussi posé cette question. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas depuis? Puisque c'est quelque chose qui le ronge depuis plus de 10 ans. Donc, c'est quand même surprenant que c'est aujourd'hui qu'il a trouvé bon de dénoncer. La France-Afrique a détruit beaucoup de vies en Afrique. La France-Afrique a déstabilisé plusieurs gouvernements en Afrique. Pourquoi c'est maintenant qu'il dénonce ça? En tout cas, on va écouter ce qu'il va dire, ce qu'il dit par rapport à sa motivation, par rapport à la question de savoir pourquoi c'est maintenant qu'il a décidé de dénoncer la France-Afrique. Regardons et écoutons-le. Un homme pour lequel j'ai véritablement la plus grande admiration et la plus grande affection. Omar Bongo Ndimba, en 2009, m'avait dit, maman Edith s'éteignant peu à peu, la douleur étant très grande, et lui aussi étant malade, ce que ses proches savaient, il m'a dit, fiston, tu as vu combien j'ai été plus ou moins ignoré par la droite, et tu sais, toi, mieux que personne,
tout ce que j'ai fait pour la droite française depuis Pompidou. Tu as été aux côtés de Jacques Foccart. Avant, je travaillais avec Jacques Foccart. Et après, tu as pris le relais. Tu sais tout ce que j'ai fait. Et le moment venu, je te demande une chose. Sois ma mémoire. Jamais je n'ai été au premier rang. Comment cela se passait? Vous êtes un homme qui connaît parfaitement, aussi bien, voire mieux que moi, les arcanes de la politique franco-africaine. M. Chirac me faisait venir à la mairie de Paris, du temps où j'étais professeur à la faculté de droit d'Abidjan entre 81 et 86. Il me faisait venir à la mairie de Paris du temps où il était à Matignon, et il me faisait venir à la mairie de Paris du temps où, ayant quitté Matignon, il était redevenu simplement maire de Paris. Et soit avec M. Foccart, soit seul, il me faisait comprendre qu'il avait besoin de l'aide d'Omar, de Denis, de Blaise, pour soutenir son action politique. J'allais voir ces chefs d'État, je discutais avec eux, je leur apprenais rien, c'était dans le mécanisme habituel. Ils venaient, soit on me contactait à la fac chez moi à Abidjan, soit on venait me voir à la maison à Paris. Je prenais rendez-vous avec telle ou telle personnalité, l'émissaire arrivait, dans la voiture diplomatique, CMD, 43 par exemple pour le Gabon, et nous partions à la mairie de Paris, à Matignon ou à l'Élysée. Et le messager que j'introduisais était porteur. Moi, je ne faisais rien, je ne faisais qu'exécuter les ordres du maire de Paris, du président du RPR, du président de la République, je ne faisais rien. J'accompagnais, on rentrait dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée, l'émissaire remettait ce qu'on lui avait chargé de remettre, il se retirait, après 2 ou 3 mots de conversation, il s'en allait et le débriefing commençait entre M. Chirac, Villepin et moi-même. Je dois avouer que je suis impressionné par sa sérénité. C'est-à-dire qu'il parle, il sait que rien ne va se passer. On ne va rien lui faire. C'est-à-dire qu'il ne sera pas inquiété. Je me pose un peu la question si c'était plutôt un Africain qui avait fait ça, s'il pouvait se placer comme ça sur les plateaux de télévision et puis parler comme ça là, sans être inquiété. Il est libre, il mène sa vie sans problème, étant responsable de plusieurs cas d'instabilité en Afrique. C'est incroyable. La France-Afrique a détruit plusieurs milliers de vies en Afrique. Il est là, il se promène sur tous les plateaux de télévision, on lui ouvre le micro, il s'exprime sans problème. C'est tout simplement incroyable. Ou bien quand ça se passait au Quai d'Orsay, à Beauvau ou à Matignon, entre Dominique de Villepin et moi-même. Lorsque l'immense Jacques Foccart s'en est allé, en mars 97, comme vous le savez, Jacques Foccart, au cimetière de Luzarches, me dit « Retrouvons-nous ce soir chez Dominique de Villepin », avec lequel, depuis 1995, je correspondais, avec lequel je parlais au téléphone, auquel j'envoyais des notes, mais que je n'avais jamais vu. Et nous nous retrouvons chez Villepin le soir. Bonjour Bourgi, bonjour Monsieur de Villepin, et tout, et tout. Arrive Jacques Chirac, encore très ému, moi dévasté. Je n'ai pas pu retenir mes larmes dans le bureau de Villepin, quand il s'est mis à parler de Foccart, de ces années ensemble. Et il m'a dit, Robert, cette maison est la vôtre. Voilà, je pense qu'il a été clair dans son explication. Il a expliqué ses motivations. Pourquoi est-ce qu'il a choisi maintenant, n'est-ce pas, de dénoncer la France-Afrique. Déjà, il n'est jamais trop tard. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est déjà une très bonne chose de dénoncer ça. Ça permet également aux Africains de savoir maintenant quel genre de partenariat signer ou alors quel genre de partenaire choisir. Dans le deuxième point donc de son discours, il explique comment il n'a jamais été inquiété lors de ces différentes transactions financières qu'il a effectuées. Parce qu'il était, comme j'ai dit tout à l'heure, il était le trait d'union entre les gouvernements français et les gouvernements africains. Donc, il a fait beaucoup de transactions financières et il n'a jamais été inquiété. Donc, dans cette deuxième partie, il explique comment et pourquoi il n'a jamais été inquiété. Regardons et écoutons.
C'est-à-dire que le réceptacle, c'était le bureau du secrétaire général de l'Élysée. Il se trouve que c'était de Villepin. Ensuite, au Quai d'Orsay. Toujours la parole de Jacques Chirac. Et moi, je n'ai jamais été inquiété. Je n'ai jamais porté ne serait-ce qu'un sou. Dans le troisième point de son discours, M. Robert Bourgi explique comment toute la droite française a profité des largesses des chefs d'État africains, oui, excepté M. Nicolas Sarkozy. Mais on va encore revenir sur ça un peu plus tard, parce que même Nicolas Sarkozy a également profité des largesses de monsieur Muammar Kadhafi. Et on va revenir sur ça plus tard. De toutes les façons, il nous explique donc dans le troisième point de son discours comment toute la droite française a profité des largesses, n'est-ce pas, des chefs d'État africains. Regardons et écoutons. C'est mon ami, et je vais vous répondre très franchement, en mon âme et conscience. En septembre 2005, j'ai eu une grosse engueulade avec Villepin dans le pavillon de musique. Il m'avait demandé de passer, et pour la première fois, il me recevait au pavillon de musique. Il est arrivé 15 minutes après, en jogging, suant. Je lui ai dit, mais c'est pas une manière de me recevoir, Dominique. Il me dit, je viens de faire mon jogging. Et tout de suite, il me dit, les juges sont sur toutes les affaires de la France-Afrique, ça sent le soufre, l'argent de Bongo, de Sassou, ça sent mauvais, il faudrait qu'on arrête de se voir. Et le Méditerranéen que je suis a immédiatement explosé. Je lui ai dit, seulement l'argent que vous avez eu depuis tant et tant d'années, lui ne sentait pas mauvais. Bon, puisque c'est ça, je m'en vais. Je me suis levé, Marouane. Et le tempérament, enfin, beaucoup de gens savent qu'il ne faut pas trop me chercher. Je suis sorti dans le parc, je me suis dirigé vers la rue de Babylone. Il m'a couru après, je lui ai dit, vous m'emmerdez, Dominique. Vous m'emmerdez. 2 jours après, je recevais un coup de fil du secrétariat de Nicolas Sarkozy à Beauvau, me fixant le rendez-vous. J'ai vu Nicolas. Ah, les Chiraciens te traitent comme ils m'ont traité. Ils se servent de toi, ils te jettent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté. Il me dit, écoute-moi bien, tu es le bienvenu ici, c'est la maison, je te connais depuis tant et tant d'années, tu es un homme de fidélité, je sais tout ce que tu as fait pour le patron, au RPR et tout, mais moi, Robert, j'ai une chose à te dire, je ne veux pas un sou. Je ne veux pas un sou. Était présent Claude Guéant, dont j'ai fait la connaissance, et à ce moment-là arrive Cécilia. Et avec toutes ces manœuvres, l'Afrique ne pouvait même pas s'en sortir. L'Afrique n'avait aucune chance de s'en sortir. Lorsqu'on écoute ce monsieur, on comprend tout simplement que ce n'était même pas possible. Ce n'était pas possible pour l'Afrique de s'en sortir. C'est tout simplement incroyable. Comment un chef d'État peut se comporter comme ça et réussir à écouter les aspirations de son peuple? C'est pas possible. C'est tout simplement incroyable. Continuons à regarder. Et elle a assisté tout le monde a assisté à l'entretien. À la fin de l'entretien, Sarkozy m'accompagne jusqu'au parking. Il me dit, c'est bien retenu, Robert, pas un sou. Je me demande comment ce monsieur peut se coucher la nuit, il dort et le matin on le trouve. C'est-à-dire qu'il n'a pas de remords. Tu sais que tu es responsable de l'instabilité dans certains pays en Afrique, parce que la France-Afrique a créé l'instabilité dans plusieurs pays africains. Tu sais que tu es le trait d'union, tu es l'acteur de cette manœuvre. Et tu dors tranquille, tu n'as pas de problème. Et c'est 20 ans, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard que tu décides, quand tu es déjà à la fin de tes jours, que tu décides de venir dénoncer. Qu'est-ce que tu fais donc de toutes les vies que tu as détruites? C'est tout simplement incroyable. Continuons à regarder. Et j'ai une chose à te dire. J'ai un conseiller Afrique qui s'appelle David Martinon, qui est un homme de fidélité aussi, mais meilleur connaisseur de l'Afrique que toi, il n'y a pas. Et quand on écoute ce monsieur, on se demande finalement qui aide qui. L'Afrique est vraiment la vache à lait. C'est tout simplement incroyable. Je serais tellement ravi de pouvoir bénéficier de tes notes et tout, mais ici, c'est ta maison.
Lorsque j'écoute ce monsieur, je me demande s'il est conscient, je me demande s'il se rend même compte que la France-Afrique a détruit plusieurs milliers de vies en Afrique. C'est tout simplement incroyable. Il parle là avec une facilité. Voilà, il ne se sent même pas stressé, il ne se sent pas coupable. C'est tout simplement incroyable. Continuons à écouter. Dans le quatrième point du discours de monsieur Robert Bourgi, il nous parle des présidents africains qui l'ont marqué par leur leadership et par leur intelligence. Écoutons ce qu'il a dit à ce sujet. Il est difficile de ne pas dire Houphouët-Boigny, que j'ai vu une dizaine de fois. C'est un homme auquel le général de Gaulle, si avare en compliments, avait rendu cet hommage, cerveau politique de premier ordre. Et quand on était en face d'Houphouët, je vous assure, on se sentait tout petit. Oui, ces présidents étaient intelligents, ces présidents voilà, ils avaient le leadership. Mais un président intelligent, un président qui a un leadership, c'est celui-là qui s'occupe de son peuple, qui s'occupe des aspirations de son peuple, qui travaille pour son peuple. Tous les présidents africains, ou alors la majorité des présidents africains qui travaillaient pour leur peuple, qui se souciaient de leur peuple, qui étaient des nationalistes, ont été tous assassinés. On ne va pas rentrer dans l'histoire, c'est un fait. Donc, je ne sais pas de quoi M. Bourgi parle là. En tout cas, continuons à l'écouter. Et il avait une manière de parler, il vous susurrait à l'oreille. Il fallait être très attentif à ce qu'il disait. Mais tout ce qu'il disait était marqué du sceau de la vérité. Mais celui qui, véritablement, du fait que j'ai été très très proche de lui, je ne pense pas qu'il puisse être, que quelqu'un puisse dire qu'il était plus proche que moi de lui, c'est Omar Bongo Ondimba. Il avait une connaissance de la vie politique française et africaine remarquable. Il avait une autorité naturelle. Il avait cette faconde, ce sens de la... comment vous dire, des mots, et il plaisantait et tout. Et surtout, il avait un carnet de relations, pas simplement africain, pas simplement français, mais mondial. Mondial. Bongo m'a beaucoup marqué. Et il y en a un qui se détache. De tous, c'était Abdou Diouf. Abdou Diouf était un mélange d'anglo-saxons, de français et d'africains. Comment vous dire, je vais résumer tout cela. La classe absolue. La classe, une connaissance des dossiers, un verbe étincelant, précis, concis, et y travailler. Je dois avouer que ça me surprend parce que je ne savais pas que l'oligarchie occidentale pouvait reconnaître qu'il y a des présidents africains qui ont du leadership, qui ont de l'intelligence. Parce que la façon qu'ils traitaient les présidents africains auparavant, j'ai l'impression qu'ils les prenaient toujours comme des petits gamins, comme des petits enfants de la maternelle et tout. Donc ça me surprend qu'un acteur de la France-Afrique puisse dire aujourd'hui à Mondovision qui reconnaît l'intelligence ou alors le leadership de certains chefs d'État africains. C'est tout simplement décevant, c'est tout simplement incroyable. Franchement, il n'y en a pas. Chacun avait ses qualités, ses défauts. Il n'y en avait pas. Il y avait ceux avec lesquels on plaisantait. Il y en a un qui m'impressionnait. Donc l'oligarchie française, l'oligarchie occidentale reconnaissait ces valeurs-là, reconnaissait l'intelligence des présidents africains. Et ça m'étonne que malgré ça, ils ont réussi à les infantiliser autant. C'est tout simplement incroyable. De qui se moque-t-on en fait? Et il est là, il s'exprime, il parle, il se promène, il n'est pas inquiété, il n'a pas de problème. Et voilà, il sait que rien ne sera fait, on ne va rien lui faire. Et puis voilà, basta, il continue. Et puis, et en plus même, depuis qu'il dénonce ça, il se fait de l'argent parce qu'il a écrit un livre, il y a certainement tout vendu, et il est présent sur les réseaux sociaux un peu de partout et tout, il dénonce et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait donc qu'est-ce qu'on fait donc des dommages? Oui, qu'est-ce qu'on fait donc de tout ce que l'Afrique a perdu à partir de la France-Afrique? Donc, je ne sais pas, c'est tout simplement incroyable. Continuons à écouter. Vraiment, que je respectais, que j'affectionnais, mais qui marquait une certaine distance, c'est le général Eyadema. Il était chaleureux, mais on n'allait pas lui taper sur le ventre. Donc l'oligarchie française, l'oligarchie occidentale reconnaissait ces valeurs-là, reconnaissait l'intelligence des présidents africains. Et ça m'étonne que malgré ça, ils ont réussi à les infantiliser autant. C'est tout simplement incroyable. De qui se moque-t-on en fait?
Et il est là, il s'exprime, il parle, il se promène, il n'est pas inquiété, il n'a pas de problème. Et voilà, il sait que rien ne sera fait, on ne va rien lui faire. Et puis voilà, basta, il continue. Et puis, et en plus même, depuis qu'il dénonce ça, il se fait de l'argent parce qu'il a écrit un livre, il y a certainement tout vendu, et il est présent sur les réseaux sociaux un peu de partout et tout, il dénonce et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait donc qu'est-ce qu'on fait donc des dommages? Oui, qu'est-ce qu'on fait donc de tout ce que l'Afrique a perdu à partir de la France-Afrique? Donc, je ne sais pas, c'est tout simplement incroyable. J'ai trouvé ce discours tellement intéressant, si bien que je ne pouvais pas manquer de partager ça avec toi. Continuons à écouter. Il faut que M. Robert Bourgi arrête avec l'hypocrisie. Oui, comme j'ai dit, c'est une très bonne chose de dénoncer la France-Afrique aujourd'hui, mais il faut qu'il arrête de prendre les Africains pour des enfants. Ok? C'est connu, le président africain le plus résistant, ou alors le président africain qui était le plus proche de son peuple était l'homme à abattre. C'est un fait. On n'a pas besoin d'entrer dans l'histoire. Si on pense par exemple à quelqu'un comme Thomas Sankara, pourquoi il a été assassiné? Quand on voit les présidents comme les Muammar Kadhafi, on va lui reprocher ce qu'on peut lui reprocher, on peut dire tout ce qu'on va dire et tout. Mais on sait qu'il était proche de son peuple. Il avait peut-être certaines exagérations dans sa manière de gérer voilà, son peuple, mais il était difficile. Je n'avais jamais rencontré un Libyen quelque part. Jamais. Jamais. Ça veut tout simplement dire que la plupart des Libyens vivaient bien dans leur pays. Donc voilà, donc tous les dirigeants voilà, qui étaient un peu plus résistants, tous les dirigeants qui avaient voilà, une fibre nationaliste, tous les dirigeants qui étaient plus proches de leur peuple ont tout simplement été assassinés. C'est un fait. Dans le 6e point du discours de M. Robert Bourgi, il nous explique pourquoi est-ce que ce sont ses clients, c'est-à-dire les présidents africains, qui le rémunéraient, qui le payaient et non le gouvernement français qui était son employeur. Ça aussi, ça m'a beaucoup étonné. En tout cas, regardons et écoutons ce qu'il a dit par rapport à cette interrogation. Je n'ai jamais reçu un sou de l'État français, sauf quand j'étais conseiller politique du ministre de la Coopération entre 86 et 88, sous la première cohabitation. Autrement, je n'ai jamais reçu un sou de l'État français. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que tu travailles, c'est pas ton employeur qui te paye, c'est plutôt ton client qui te paye. Ici, je sais pas comment comprendre ça en fait. C'est-à-dire qu'il travaille pour le gouvernement français. Par exemple, le gouvernement français l'envoie aller déposer un colis, par exemple, dans un pays en Afrique, aller donner voilà, un courrier dans un pays en Afrique, ça pouvait être le Cameroun, ça pouvait être, c'est pas, la Côte d'Ivoire et tout. Arrivé là-bas, il remet le courrier. Au lieu que c'est son employé qui le paye, c'est plutôt celui qui reçoit le courrier qui le paye. Je n'arrive pas à comprendre ça. En tout cas, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Moi, je ne comprends pas. Tu vois à quel point on faisait tout pour ruiner l'Afrique de toutes ses ressources. C'est ce qu'on appelle en français tout simplement de la pure escroquerie. Et personne n'est inquiété, il continue à vivre sa vie normalement. Oui, il n'a pas de problème. Dans le 7e point du discours de M. Robert Bourgi, il donne son avis par rapport au putsch de M. Oligui Nguema du 30 août 2023 au Gabon, et il essaie de dire quelque chose par rapport à la transition que M. Oligui Nguema est en train de mener depuis quelques mois déjà. Écoutons ce qu'il a dit par rapport à ce sujet. Je n'ai pas été surpris par le putsch, mais je n'aurais pas juré ma vie ou autre pour dire que ça serait Brice. Pas Brice. Brice était, comment vous dire, le petit frère d'Ali dans la cosmogonie du milieu bantou auquel ils appartenaient. Et le coup est venu de lui. Mais je savais que ce régime despotique d'Ali, diminué bien entendu, et mené par sa femme et son fils, ne pouvait pas durer. Je le savais. Ça m'a surpris que ce soit Brice. Mais j'ai une chose à vous dire. Quelque temps avant le putsch, je reçois d'un ami gabonais, proche du milieu de la présidence, une photo où l'on voit le couple présidentiel,
le jour de l'indépendance, sur le tapis rouge, avançant, et à côté, Brice Oligui Nguema, 2 étoiles, patron de la garde présidentielle. Que faisait-il? Il portait le sac de madame. Mais la photo, je peux vous l'envoyer dès ce soir. Hallucinant. Oui, je dois également mentionner que le putsch, normalement, ne devrait pas être quelque chose d'étonnant. Le putsch, dans la plupart des pays du précaré français, est une conséquence logique. Un peuple qui est abusé pendant longtemps ne va que revendiquer. Et il n'y a aucune revendication dans la paix, dans la douceur. Non. Le peuple, quand le peuple en a marre, le peuple se met en route. Le peuple marche, le peuple grève et c'est la guerre civile. Donc, et la conséquence logique d'un peuple fâché, c'est le coup d'État. Donc, je veux dire, aucun coup d'État dans le pré-cabré français ne devrait surprendre les gouvernements occidentaux, puisque la France-Afrique a fait tout, n'est-ce pas, pour que les peuples ne soient pas pris en compte dans les décisions. Alors, conséquence, les revendications, la guerre civile et les coups d'État. Donc, ça ne devrait surprendre personne. C'est une conséquence logique. Continuez à écouter ce qu'il a dit par rapport à ce sujet. Je vais voir Nicolas. Je dis, Nicolas, il va se passer quelque chose au Gabon. Il me dit, tu crois? Et je lui montre la photo. Le président Sarkozy fait ça. Il me dit, mon Dieu, mon Dieu. Mais j'ai une chose à vous dire. Ce putsch est le bienvenu. Tous les Gabonais l'ont réclamé. Quand il parle, tu sens qu'il connaît les dossiers africains. C'est-à-dire qu'il était au cœur de la France-Afrique. C'est-à-dire qu'il était l'acteur majeur de la France-Afrique. Normalement, il devait être derrière les barreaux. Ça, je ne comprends pas. Avec tout ce que la France-Afrique a créé comme guerre en Afrique, il mène sa vie normalement. Il dénonce et il est tranquille. Il n'est pas inquiété. Il sait de toutes les façons que les gouvernements africains ne vont rien faire. Et puis rien ne va se passer. Je me pose toujours la question, si c'était un Africain qui avait fait ça en Occident, comment ça devait se passer? Ça devait se passer comment? Je me pose toujours cette question-là. J'essaie un peu de retourner la situation pour comprendre. Continuons à regarder, continuons à écouter ce qu'il a dit. Tout le monde l'a réclamé. Et ma foi, je trouve que son parcours, jusqu'à maintenant, est bon. Y aura-t-il une élection présidentielle? C'est ce que l'on dit. Mais j'ai un vœu à formuler, puisque vous me posez la question. Je souhaiterais qu'il soit candidat à cette présidentielle, mais il ne faudra pas attendre trop longtemps. Dans le 8e point du discours de M. Robert Bourgi, il donne également son avis sur la victoire de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal dès le premier tour. C'est quand même historique. Il a gagné les élections dès le premier tour, oui. Il donne également son avis par rapport à ça. Est-ce que ça l'a surpris? Est-ce que c'était une conséquence logique? Écoutons ce qu'il a dit par rapport à ça. Au mois de juin 2023, comme vous le savez, je l'ai assez dit, Macky Sall me fait venir au palais. Il me dit, je vais te dire ce que seule ma famille sait. Je lui dis, quoi, Macky? Il me dit, je ne serai pas candidat à un 3e mandat. Je ne vois pas pourquoi d'autres chefs d'État sont candidats. Il me dit, non, je vais laisser la place aux jeunes. J'ai assez travaillé. Il est temps que je voyage. Le lendemain, je l'avais dit à Nicolas. Et Nicolas Sarkozy a dit, effectivement, il a raison de s'en aller. Les raisons sont valables, louables. Il maîtrise l'Afrique, il maîtrise les chefs d'État africains, il maîtrise comment les chefs d'État africains pensent. Parce qu'il n'était pas seulement il n'était pas considéré comme un espion, il n'était pas considéré comme un agent secret, mais il était acteur de la France-Afrique. Donc, il maîtrise comment ça fonctionne en Afrique. Écoutons. Ensuite, s'est posé la question du candidat. Je lui ai dit, tu sais, tu n'as pas un grand monde pour être le candidat. Ça doit être Amadouba. D'autres personnes, sans doute autour de lui ont conseillé le même choix. Nombreux étaient ceux qui voulaient la défaite d'Amadouba. La défaite. Et je le sais. Je l'ai dit à Macky. Je lui ai dit, Macky, vous allez droit au désastre. Il me dit non. Je lui ai dit non. Il faudrait que tu mettes en garde les gens
parce que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis tous. Les semaines passent, je voyais que Amadouba avait du mal à convaincre l'entourage présidentiel. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Et en quelques semaines, Macky Sall a pris la décision, souverainement, de décrisper, je dis bien décrisper, l'ambiance, la situation au Sénégal. Les gens l'ont considéré comme une trahison. Le coup de poignard porté à Amadouba, non. Le président était habité par la volonté de resserrer le tissu social au Sénégal. Et il avait décidé de libérer Ousmane et Diomaye. Et c'est ce qui a été fait. Et la victoire ne m'a absolument pas étonné. Oui, je pense aussi que au Sénégal, le peuple en avait marre et on a fait confiance à Macky Sall juste après Abdoulaye Wade et puis voilà, et il n'a pas répondu présent où le peuple l'attendait. Donc du coup, à un moment donné, le peuple sénégalais en avait marre. Et je me rappelle, je suis allé voir le match Cameroun-Sénégal en France le 16 octobre 2023 où voilà, au stade, on chantait le nom de Ousmane Sonko à chaque minute. Dès que le Sénégalais touchait le ballon, c'était seulement le nom de Ousmane Sonko. Donc, je vais dire, c'est clair que le peuple était fâché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un peuple qui en a marre revendique. Et quand un peuple revendique, c'est la guerre civile. Et la conséquence de la guerre civile, c'est le coup d'État. C'est le résultat. Donc, je vais dire, le fait que Bassirou Diomaye Faye a gagné les élections dès le premier tour, c'était prévisible. C'était prévisible parce que il était la main droite ou alors il travaillait, il était avec Ousmane Sonko. Donc le fait même que le gouvernement sénégalais ait emprisonné ces deux a encore donné même plus de crédibilité à ces deux opposants. Donc leur victoire n'était qu'une conséquence logique. Et là, je suis entièrement d'accord avec Robert Bourgi. Et par la suite, M. Robert Bourgi donne également son avis sur la multiplication des coups d'État en Afrique francophone, plus précisément dans le précaré français. Écoutons ce qu'il a dit par rapport à cette problématique. Oui, tous ces coups d'État ne m'ont pas étonné. Parce que le monde change, Marwan. Le monde change. Je suis un gaulo-gaulien, moi. Il y a une phrase dans la doctrine du général, c'est de s'adapter au mouvement général du monde. Je ne vais cesser de me répéter, un peuple affamé, un ventre affamé n'a point d'oreille. Si un peuple n'arrive pas à manger, ils vont sortir marcher. Si un peuple n'est pas épanoui, il va sortir marcher. Si un peuple a des aspirations et ils ont l'impression que leur gouvernement, leur chef du gouvernement n'écoute pas leurs aspirations, ils vont marcher, ils vont revendiquer. Et quand un peuple revendique, voilà, la conséquence logique, c'est un coup d'État. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs coups d'État en Afrique ne devrait surprendre personne. Continuez à écouter ce qu'il a dit par rapport à ce sujet. Et les chefs d'État africains ne se sont pas adaptés au mouvement général du monde. Comme nous autres, en France, nous ne nous sommes pas adaptés au mouvement général du monde. C'est pour cela que je dis haut et fort que c'est la fin en France d'un certain monde, d'un certain temps des relations franco-africaines. Il faut tourner le dos à la France-Afrique. Donc moi également, les coups d'État en Afrique francophone et précisément dans le précaré français ne me surprennent pas du tout. C'était prévisible. Lorsque tu mets le peuple à l'écart, lorsque tu veux faire sans le peuple, alors attends-toi à ne pas diriger longtemps. Il faut vraiment être quelqu'un de très très fort, de très puissant et quelqu'un vraiment qui a la tête sur les épaules pour pouvoir diriger un peuple. Aux axiomes qui ont guidé notre politique. Et les pouvoirs civils en Afrique de l'Ouest n'ont pas suivi le mouvement. Et qui d'autre que les militaires pouvait faire le changement dans ces pays? Ma foi, pourquoi leur jeter la pierre à ces régimes militaires? Ils réussissent tant bien que mal. Ils ne supportent plus les donneurs de leçons, ils ne supportent plus l'arrogance. Mais enfin,
Où sont les intermédiaires? Où sont les relais? Où sont-ils? Il n'y en a plus. Il n'y a plus en France un gars capable de dire « Je vais aller voir le militaire qui gouverne la Guinée ». Donc, il faut être quelqu'un de très fort, il faut être quelqu'un qui a la tête sur les épaules pour pouvoir diriger un peuple fâché. C'est très difficile. Généralement, dans tous les peuples, dans tous les pays, lorsqu'un peuple est fâché, la conséquence logique, c'est un coup d'État. Il n'y a plus un militaire, une personnalité politique française capable de se lever et de dire « Je vais aller discuter avec le Malien ». Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pourquoi est-ce qu'un Robert Bourgi, pardonnez-moi de parler de moi, et je suis en droit de parler de moi. Moi, je pars de Dakar à Kinshasa, je fais tous les relais, militaires ou pas, on m'ouvre la porte. J'ai faim, on me donne à manger. J'ai soif, on me donne à boire. Pour clôturer donc son discours historique, M. Robert Bourgi donne son avis, dit ce qu'il pense de ces détracteurs qui le traitent d'opportuniste. Ce n'est que l'argent qui l'intéresse et tout. Donc, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Écoutons et regardons. Je leur dis ceci, d'aller voir mon casier judiciaire, qu'ils trouvent simplement une garde à vue, une perquisition, un passage chez un juge d'instruction. J'ai aimé François Fillon. J'ai aimé de manière noble François Fillon, que j'ai fréquenté, côtoyé pendant 40 ans. Il est ce qu'il est, mais moi je suis fait de chair et de sang. Et je ne pardonne pas l'ingratitude. J'ai été aux côtés de François Fillon toutes les semaines, tous les jours. Là où il était, j'étais présent. Je ne lui ai jamais demandé un service. J'ai toujours été proche de lui. Et du jour où il a été candidat de la droite à la présidentielle, il a oublié le numéro de Bourgi, il a oublié mon cabinet, il a oublié 40 années. Et je lui ai envoyé message sur message auquel il répondait immédiatement. Pas de réponse. 1 mois, 2 mois. Et ça commençait à monter en moi. La suite, tout le monde la connaît. Ali Bongo. Même les Martiens, s'il y en a, savent que sans Sarkozy, et sans Bourgi, et sans Guéant, il n'aurait pas été au pouvoir en 2009. C'est tout. Et Ali a été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et je voudrais quand même, puisque j'ai la chance d'être en face de vous, rappeler une conversation que nous avons eue sous l'autorité de Papa Omar, à l'époque au 5e étage. Il y avait Papa Omar, Pascaline, son totem, Ali et moi. Et il avait dit, voilà les enfants, Robert, c'est votre aîné. C'est le chef de la fratrie. Ne l'oubliez jamais. Et s'il suit cet entretien, Ali s'en souviendra, si tant est qu'il ait encore la faculté de comprendre quelque chose. Moi aussi, je pense comme ces détracteurs qu'il est un opportuniste et normalement, il devait être arrêté parce qu'il a été complice de plusieurs exactions en Afrique. Il a été complice de plusieurs cas d'instabilité en Afrique. Il est l'acteur principal de la France-Afrique et à cause de la France-Afrique, on a plusieurs chefs d'État africains qui ont été assassinés. Donc, il devrait normalement répondre également devant les juridictions. Mais voilà... Comme il y a tellement de mafia dans ces choses, comme la politique est tellement complexe, comme la géopolitique est tellement complexe, je ne peux pas, moi, entrer dans ce que je ne connais pas. Donc, normalement, M. Robert Bourgi, c'est quelqu'un qui devrait répondre devant les juridictions. Voilà, qu'est-ce qu'on retient donc de ce témoignage, de ce discours historique? On retient que l'oligarchie occidentale a fait beaucoup de mal à l'Afrique, c'est un fait. On retient que, il a bien fait de dénoncer, c'est déjà un pas en avant, mais dénoncer ne suffit pas. Il faudrait également payer les dommages parce que l'Afrique a perdu plusieurs de ses enfants. Il y a eu plusieurs milliers de morts à cause de la France-Afrique, donc il va falloir que quelqu'un paye la facture. L'Afrique a besoin
de nos jours des dirigeants patriotes, des dirigeants nationalistes, des dirigeants travailleurs qui travaillent pour l'épanouissement de leur peuple. L'Afrique a besoin des dirigeants qui ont vraiment quelque chose entre leurs jambes, qui peuvent dire non, qui peuvent choisir leur partenariat sans crainte, qui peuvent choisir avec qui travailler, qui peuvent choisir leur partenaire comme ils veulent. Donc je veux dire, l'Afrique actuellement a besoin des hommes et des institutions fortes. C'est très important. Donc les anciens chefs d'État ont fait ce qu'ils ont pu, mais il ne faudrait pas que la nouvelle génération, il ne faudrait pas que les nouveaux dirigeants aillent dans la même direction que les anciens dirigeants. Sinon, la France-Afrique est encore partie pour résister pour les 100 prochaines années. Je ne pense pas, il n'y a pas un Africain actuellement, un jeune Africain actuellement en Afrique qui serait pour la France-Afrique. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été intéressante. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que le discours a été instructif pour toi. J'espère que tu as été informé sur beaucoup de choses que tu ne savais pas. Et je me réjouirais vraiment de te lire dans les commentaires. Voilà, si ce genre de contenu t'intéresse, si cette vidéo t'a plu, je te prie premièrement de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.